et bienvenue sur le plateau des entretiens autour du programme L'Avenir en commun. Cette fois-ci, j'ai le plaisir d'être avec Thomas Leboniec. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être là. Alors, tu es lanceur d'alerte et tu as travaillé en 2019 pour Globetech, un sous-traitant pour Apple en Irlande. Tu avais été engagé en tant que language analyst pour travailler sur la précision vocale de l'assistant Siri. La tâche assez rébarbative consistait à écouter des enregistrements de personnes qui parlaient à proximité de leur iPad et iPhone, à raison de 1300 enregistrements par jour. Un travail donc qui avait pour objectif d'accumuler des données sur des millions et des millions de personnes. C'est ce qui s'appelle de la surveillance de masse. Un jour, tu as entendu le message d'un pédophile. Tu as décidé d'en parler à ta hiérarchie qui n'a rien fait. Ta décision est prise, tu quittes ton travail, indigné par l'indolence générale face à une pratique immorale qui abuse de la confiance de millions de personnes qui utilisent ces appareils. Alors depuis, tu as décidé de lancer l'alerte sur ces pratiques et ces dérives à visage découvert. Alors, en tout cas, merci de venir parler avec moi du programme L'Avenir en commun sur la souveraineté numérique de la France. En premier lieu, qui sont les travailleurs du clic, que Olivier Tesquet a appelé dans son article pour Télérama sur le sujet les petites oreilles. Parce que moi, je pensais, par exemple, en préparant cet entretien, que c'était automatisé, que ce travail de précision vocale pour Siri était automatisé, que ce n'étaient pas des humains qui écoutaient des enregistrements et qui rentraient des mots-clés dans une sorte de machine. Qui sont ces travailleurs et quelles sont leurs conditions de travail ? Il y en a de toutes sortes. Les gens avec qui je travaillais étaient plutôt diplômés, plutôt jeunes, mais en réalité, là où j'étais en Irlande, on avait des conditions qui étaient extrêmement favorables par rapport à ce qui est la condition moyenne d'un travailleur du clic. C'est-à-dire qu'on avait des contrats et on était plutôt bien payé, mais ça c'était parce qu'on avait une clause de confidentialité. Donc en fait, on achetait notre silence. La réalité du travail du clic est beaucoup plus diverse et beaucoup plus atomisée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui font ça de manière très ponctuelle, qui sont payés à travers des plateformes pour des tâches très particulières. Et donc en fait, qui n'ont aucune des sécurités que garantit le salariat. Tu veux dire qu'ils sont des auto-entrepreneurs, par exemple ? Pour Uber, par exemple, oui, c'est le cas. Oui. Et alors, il y a quelqu'un, un sociologue, Antonio Casilli, qui a travaillé sur ces sujets, sur le digital labor. Oui. Qu'est-ce qu'il dénonce, lui, dans son travail ? Quelle est la réalité des travailleurs du clic ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est de mettre en évidence que l'intelligence artificielle n'est pas véritablement... ne peut pas se débarrasser complètement du travail humain. Il y en a toujours une grosse partie, quelque part. Donc moi, j'en ai fait l'expérience parce que j'étais parmi ceux qui contrôlaient en fait, le travail de Siri pour vérifier que l'assistant vocal comprenait bien et effectuait bien les tâches qu'il était censé faire. Donc en fait, l'intelligence artificielle, déjà, il faut comprendre que c'est une illusion. Il y a toujours besoin de travail derrière. Et par ailleurs, bien évidemment, ça a tendance à reproduire les inégalités internationales. C'est-à-dire que, toujours d'après Casilli, n'est-ce pas, il y a des travailleurs à Madagascar, parce qu'ils sont francophones, qui vont effectuer des tâches pour les plateformes et pour les entreprises du numérique françaises. Alors justement, comment reconsidérer les travailleurs du clic ? Je ne sais pas, c'est probablement une question qui est très très complexe, étant donné que ça se produit à l'échelle du globe. Et c'est probablement l'une des grandes questions du numérique, c'est qu'on ne peut pas tout à fait considérer ça à l'échelle simplement nationale. Et puis, de toute manière, quand on parle de l'économie du numérique, on est obligé de passer par la case GAFAM, puisque ce sont des géants du numérique installés aux États-Unis qui contrôlent en fait l'économie de la surveillance et du numérique. Alors justement, ton expérience chez Globetech pose plusieurs questions, dont celle de la conception de l'État, de la citoyenneté et de la liberté publique et privée qu'a Apple et puis plus largement les GAFAM. En France, par exemple, on a la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et dans l'Avenir en commun, nous souhaitons renforcer les moyens de la CNIL. Peux-tu nous expliquer pourquoi et ce que cela permettrait ? Alors, la CNIL, c'est l'autorité administrative de protection des données. Donc, il y en a une dans chaque pays d'Europe. Et c'est l'autorité qui est censée contrôler, en fait, toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai fait un signalement à la CNIL, évidemment, en leur disant,
de l'abus, en fait. On est en train de siphonner les données de centaines de millions de citoyens européens sans leur connaissance, sans leur consentement. On est en train de parler de données extrêmement sensibles, de tout ce qu'on fait, on peut dire autour de son appareil. Donc on est vraiment en train de parler d'un mouchard qui entend tout, potentiellement enregistre tout, et hors de tout contrôle. Et la limite, en fait, de la CNIL, elle est contenue dans le RGPD. C'est-à-dire que, avec le mécanisme du guichet unique, c'est là où se trouve l'entreprise, c'est là où se trouve son siège social, qu'il y a l'autorité chef de file. C'est-à-dire que pour Apple, ce sera l'Irlande. Et là, on est en train de parler d'un problème européen, parce que l'autorité irlandaise de protection des données, la DPC, ne fait rien. Et c'est un choix assumé. Donc là, on est en train de parler d'une question politique très très sérieuse. Ellen Dixon, la commissaire irlandaise à la protection des données, est la responsable en fait du blocage du RGPD en Europe. Donc là, on est en train de dire, de manière assez simple, que la DPC, la CNIL irlandaise, est en train de priver des centaines de millions d'Européens de leurs droits. Tu veux dire que les GAFAM se sont implantés dans certains pays avec la complicité des États? Complètement. Oui, oui. Il y a de l'optimisation fiscale. En fait, la différence entre ça et l'évasion fiscale, c'est qu'il y en a une qui est légale, l'autre qui ne l'est pas. Mais moi, je considère qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Puisque, effectivement, avec la complicité de l'État irlandais, Apple s'est installé là-bas pour fuir la loi et pour fuir la fiscalité des pays européens. Et donc la CNIL, nous, si on renforce et si on donne plus de moyens à la CNIL, ça permettra quoi, par exemple, par rapport à des sous-traitants, des travailleurs qui travaillent pour des sous-traitants d'Apple comme chez Globetech en Irlande, c'est de pouvoir porter plainte à la CNIL de son propre pays qui peut intervenir par rapport à la législation d'un autre pays? Alors pour porter plainte, il faut considérer qu'on est soi-même victime du signalement qu'on fait. Donc moi-même n'ayant pas d'appareil Apple, c'est l'une des raisons pour lesquelles mon signalement n'est pas considéré comme une plainte. Mais augmenter les effectifs des agences de protection des données, c'est toujours une bonne idée, notamment parce qu'elles sont débordées. Il y a énormément de cas, et elles sont en fait à la ramasse. Et donc effectivement, c'est... on est toujours en train de courir derrière les GAFAM qui ont plusieurs coups d'avance en fait. Alors ça pose aussi la question de la souveraineté numérique des pays. En l'occurrence, en France, ce qu'il faut savoir, c'est que ces entreprises-là achètent des données, les vendent, et c'est un marché. La vente des données personnelles se chiffre en Europe à 1000 milliards, à 1 trillion, ce qui représente 8% du PIB européen. Est-ce que tu penses que l'hébergement des données des services publics français sur des serveurs de droit français situés en France peut permettre de lutter contre la prédation et la vente de nos données personnelles? Alors en France, on a un exemple assez clair qui est le Health Data Hub, qui au départ devait être hébergé par Microsoft. Je pense que les Apple, Microsoft, Facebook et Amazon et Google ont déjà fait preuve de duplicité par le passé, de manière extrêmement claire. Je pense qu'il faut arrêter de leur faire confiance, tout simplement. Et pour ce qui est de la souveraineté numérique, il faudrait effectivement qu'on commence à s'inquiéter d'où vont les données et où est-ce qu'elles sont stockées. Oui, parce qu'il y a aussi cette question-là des serveurs et des câbles, même de la matière, quoi. Où est-ce que c'est stocké? Facebook a récemment annoncé, au début du mois de février, menaçait plutôt l'Europe d'arrêter les services de Facebook et Instagram notamment, si on les empêchait de continuer de transférer des données européennes vers les États-Unis. Ce qui est une longue bataille qui continue d'avoir cours encore aujourd'hui. Alors ça veut dire que si la France toute seule décide d'asseoir et de renforcer sa souveraineté numérique face à ces puissances que sont les GAFAM, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait tous les pays européens qui s'y mettent, ou comment ça pourrait se passer? Alors, ça dépend, parce que déjà, d'un point de vue fiscal, apparemment, il y a toujours la possibilité de mener des actions nationales, notamment de décider de taxer Apple, par exemple, non pas sur le bénéfice qu'elle déclare, mais sur le chiffre d'affaires national, au lieu de les taxer sur un bénéfice qu'ils vont déclarer nul. Avant de l'expatrier, puisqu'ils expatrieront tous les bénéfices, bien évidemment, en Irlande, pour Apple, ou bien
au Luxembourg pour Amazon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui est la manière dont les données sont stockées. Le premier problème, c'est l'opacité. C'est qu'on ne sait pas où elles sont stockées, on ne sait pas à quoi elles servent. Et c'est à ça qu'on devrait consacrer une partie des ressources des agences de protection des données. Ou peut-être même l'immense majorité, en fait, pour faire respecter le RGPD. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait ce signalement. Donc, j'ai une citation aussi d'Antonio Casilli dans le livre Ubérisation et après, coordonné par Pascal Salvodelli. Et il dit une partie de la lutte consiste aujourd'hui à monter des saisines à la CNIL ou des actions collectives pour récupérer les données enregistrées par les plateformes. L'enjeu est de taille, comprendre comment elles sont utilisées pour paramétrer l'algorithme. Donc en fait, là, ce que je suis en train de dire, c'est que ces entreprises sont des boîtes noires, on ne sait pas ce qu'elles récupèrent, on le sait très peu, on ne sait pas à quoi ça sert. Et en réalité, ça produit énormément de valeur qui est confisquée en fait aux Européens. Tu as dit d'ailleurs dans une interview que tu étais inquiet aussi de la coopération publique-privée, que cela pouvait... Oui, en fait, lorsque moi je travaillais en tant que petite main, c'était vraiment du travail assez basique et répétitif, je constatais le potentiel qu'il y avait derrière cette technique en fait, qui consiste à faire pouvoir tout écouter et puis à pouvoir tout retranscrire. On a déjà des exemples de ce genre de technique qui a été utilisé ou bien par les services de renseignement américains ou bien en Chine. Et donc le potentiel qui est contenu dans cette technique-là est très inquiétant parce qu'il revient à dire que si jamais à un moment ou à un autre il y a des conventions qui sont passées entre le public et le privé, ou bien tout simplement parce que Apple ou une autre entreprise privée décide qu'il y a des tas et des tas de choses intéressantes à récupérer dans ces données vocales-là, par exemple, eh bien, ils peuvent tout à fait s'en servir pour créer des bases de données de toutes sortes. Alors, est-ce que la fuite de nos données n'est pas liée au nombre de sous-traitants qu'Apple utilise, comme GlobeTech où tu as travaillé? Donc en fait, quand on parle de capitalisme de surveillance, il faut rappeler que, par définition, ces entreprises-là vont chercher à faire de la sous-traitance. Elles vont chercher à rester exclusivement dans le périmètre de ce qu'elles pensent être le cœur de leur activité. Donc, par exemple, pour ce qui s'est passé avec Apple, effectivement, GlobeTech était le sous-traitant qui employait les personnes à écouter les gens qui parlaient à et autour de Siri. Une fois qu'ils ont été pris la main dans le sac, et qu'ils ont reconnu plus ou moins explicitement leur culpabilité, ils ont dit qu'ils allaient arrêter la sous-traitance pour ce travail-là. Mais en réalité, toutes les chaînes de production d'Apple, tout est sous-traité. Enfin, je veux dire, les iPhones sont produits par des sous-traitants en Inde, par exemple. Là, les GAFAM, eux, ce qui marche aussi, c'est le fait qu'ils ont un monopole. Donc, ils ont des iOS, Android. Nous, de quoi on dispose dans le tissu industriel pour créer nos propres systèmes? Sincèrement, on est très mal. On a très peu de choses. Il faudrait recommencer. Si c'était un choix de la puissance publique, par exemple d'un État, il faudrait probablement essayer de s'associer avec des acteurs du logiciel libre. Parce qu'ils sont toujours là, ils survivent quand même s'ils sont très petits. Ce sont eux en fait qui détiennent les clés techniques et je pense l'éthique aussi pour répondre à ces questions-là. Pour réussir par exemple à proposer des alternatives ou bien iOS ou Android par exemple. Très, très simplement, la fondation Mozilla Firefox a proposé depuis quelques années déjà un programme justement pour un assistant vocal. Mais cet assistant vocal n'écoute pas les gens sans leur consentement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à des gens de faire don de leur voix. Okay. Ça n'a rien à voir en fait en termes de méthode et en termes de contenu. Et une fois que l'assistant vocal est suffisamment développé, il est en libre accès pour des développeurs qui voudraient s'en servir. Donc là, on est en train de parler non pas d'un refus complet de la technique, mais de qui s'en sert, comment et à quelle fin. Et qui est instrumentalisé derrière également. Oui, parce que ça me fait penser, dans une interview aussi, tu as dit que Apple, en fait, ce qu'ils réussissent à faire, c'est de nous faire acheter un produit, de nous faire acheter leurs appareils et de transformer leur
clients en produits. On est nous-mêmes des produits. On est des travailleurs en tout cas. Quand on a un smartphone, on travaille effectivement pour Apple. En réalité, il y a une grosse partie de l'économie du numérique qui est du travail dissimulé. Donc en tant qu'usager, vous-même, vous avez déjà travaillé pour des plateformes du numérique. Donc par exemple avec les CAPTCHA, lorsque ces boîtes de dialogue apparaissent qui disent prouvez que vous n'êtes pas un robot et qu'elles vous demandent d'identifier je ne sais pas, des vélos ou des bus, c'est du travail, ça. C'est du travail qui sert à entraîner des intelligences artificielles. Alors justement, pour revenir sur l'intelligence artificielle, tu as dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle était une illusion. Donc il y a les travailleurs de l'intelligence artificielle. Oui. Donc il y aura toujours un contrôle humain. Probablement, oui. Dans le sens où ce qu'on appelle aujourd'hui des intelligences artificielles, c'est surtout dans le jargon, c'est des intelligences artificielles faibles. Autrement dit, elles n'ont pas la capacité de fonctionner et d'apprendre par elles-mêmes sans qu'il y ait de contrôle, de supervision humaine. Et pour être nourries, en fait, et il faut qu'il y ait des travailleurs, justement, constamment, autour, derrière, etc., etc. Donc, en fait, lorsqu'on pense au travail numérique, on s'imagine surtout des développeurs, en fait, qui font des lignes de code, c'est vrai. Mais il y a aussi énormément de gens qui constituent les bases de données qui vont servir à nourrir la machine. Donc, et comme elle est obligée d'évoluer constamment, il faut aussi des travailleurs pour l'aider, pour la nourrir, pour nourrir la bête, en fait. C'est un équivalent pourrait être un machiniste qui met du charbon dans la machine de la locomotive, quoi. Est-ce qu'on peut se passer de ce machiniste? La locomotive ne peut le faire toute seule, quoi. Nous, dans l'Avenir en commun, on a mis en place certaines mesures suivant ce constat pour se battre contre le modèle social, économique et politique qu'on est en train d'essayer de nous imposer, avec tout ce qu'on vient de voir, et notamment par le monopole des GAFAM et leur surpuissance. Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est-à-dire que le numérique, en fait, englobe tout un tas d'autres sujets, tout un tas d'autres problèmes. Donc, il a été question du salariat, il a été question de relations internationales, de souveraineté du numérique. Il est aussi question de fiscalité et d'évasion fiscale. Donc, en fait, sans envisager de manière très sérieuse, structurelle, en fait, la question du numérique et qui, en fait, tient les rênes en ce moment, on est probablement en train de passer à côté de tout un tas de choses. On pourrait pas résoudre, par exemple, la question de l'évolution du monde du travail actuel. Alors moi, par exemple, en préparant cet entretien et en découvrant un petit peu ton travail et ton travail de lanceur d'alerte, après que tu aies travaillé chez Globetech, je me suis tout de suite dit, oh là là, ça m'a rappelé le nombre de fois où j'ai eu des contenus sponsorisés sur Instagram, alors que je ne faisais qu'avoir des conversations orales avec des amis, pas forcément au téléphone ou même des mails ou une carte bleue qui aurait été utilisée sur un site. Ça veut dire que c'est la question un peu qu'on se pose tous. On nous écoute en ce moment ? Je n'ai pas la réponse à cette question-là, et c'est pour ça qu'il faudrait que les agences de protection des données aillent faire leur boulot, qu'ils aillent saisir les données, qu'ils aillent voir exactement à quoi elles servent. Parce que si effectivement l'assistant vocal qui est capable de comprendre, de retranscrire ce qui a été dit à l'oral, utilise ces données-là avec des mots-clés qui serviraient à enrichir un profil à des fins commerciales, c'est très grave. Et le potentiel technique, encore une fois, est déjà là. Donc, je ne sais pas, je ne pourrais pas affirmer tranquillement oui, c'est le cas. Mais le plus probable, c'est que ce soit le cas, oui, c'est très possible. C'est possible en tout cas. Techniquement, c'est possible, c'est faisable. Et ces données donc, qui sont mises dans des bases de données, elles sont vendues à des fins commerciales. Qu'est-ce que ça implique? Alors, pas par Apple, parce qu'il y a des modèles économiques qui sont un peu différents. Dans le cas d'Apple, d'après ce que j'en comprends, justement, c'est comme ça qu'ils prétextent être les chantres de la vie privée.
c'est qu'ils gardent ça chez eux et ils ne vont pas revendre ces données à tout bout de champ, contrairement à ce que fait par exemple Facebook. Et donc, ils les gardent que dans une espèce de jardin emmuré, et par exemple, ça peut leur servir à obtenir des avantages concurrentiels partout où ils essaient de se situer par ailleurs, comme par exemple pour Apple TV, lorsqu'ils se disent quel genre de série serait intéressante à vendre et à produire, pour la musique, quel genre d'artiste est-ce qu'on voudrait sponsoriser, et plus généralement, que font les gens de leur vie, comment est-ce qu'on peut mieux les connaître et mieux les orienter et en fait en tirer profit. Donc on voit bien les dérives que ça peut impliquer, parce que là moi je pense par exemple à ceux qui parlent de leurs problèmes de santé. Mais ça ne sont pas... En fait, déjà, première chose, ce ne sont pas des dérives, c'est comme ça que fonctionne le capitalisme de surveillance. Par définition, c'est ça. C'est savoir le maximum sur vous, tirer de cette expérience humaine, de la totalité de l'expérience et des relations humaines, un matériau qui soit ensuite rentable. Autant que possible. C'est un nouveau capital, hein, les données. Ensuite, pour les données les plus sensibles, effectivement, en France en particulièrement, je crois qu'on est un peu tatillon sur ces questions-là, et c'est très bien. Effectivement, l'assistant vocal, lorsque j'entendais des enregistrements de personnes, récupérait des données qui étaient particulièrement sensibles. Donc, bien sûr, la santé, mais aussi l'éducation, les enfants, la sexualité, la politique, des opinions qui n'ont pas vocation à être connues ou partagées de tous, finalement sont captées, récupérées, moulinées dans cette énorme machine dont Apple dispose. Alors tu as prononcé le terme capitalisme de surveillance. Comment nous, de quoi on dispose pour lutter contre le capitalisme de surveillance? On a des moyens légaux, des moyens fiscaux? Ça dépend de l'échelle. Donc, à l'échelle individuelle, c'est très très dur, même en n'ayant pas de smartphone. La seule ressource dont on disposerait en fait pour y échapper totalement, c'est d'aller vivre dans une île déserte, je pense. Donc si on vit en société, et notamment dans des centres urbains, même si soi-même on n'a pas de smartphone, le smartphone de quelqu'un d'autre peut enregistrer votre voix. Lorsque j'entendais des enregistrements, il y avait des gens qui disaient « appelle telle personne, appelle Véronique », et avec un nom de famille derrière, ou « appelle tel numéro de téléphone ». Donc ça n'était pas forcément le propriétaire du smartphone dont les données étaient exclusivement récupérées, mais aussi ses contacts, plus largement. Et ensuite, ces enregistrements étaient retravaillés parce qu'il fallait étiqueter des mots-clés, et ces mots-clés étaient attachés en fait à d'autres données qui étaient disponibles dans l'appareil de l'utilisateur. Autrement dit, les contacts. Il suffit que vous soyez en contact avec quelqu'un qui a un iPhone pour que vous aussi, vous soyez un certain nombre de vos données, de vos informations qui vous regardent vous, soient récupérées et happées par la machine. Ouais, donc en préparant cet entretien, je me suis dit c'est bon, je jette mon iPhone, mais en réalité, est-ce que ça aurait un impact? Alors, quand on a un iPhone, il y a une chose qu'on peut faire quand même, c'est désactiver Siri si ce n'est pas déjà le cas. Ouais. Et puis aller vérifier, effectivement, puisque lorsqu'ils ont été pris la main dans le sac, Apple a dit bon, on change 2-3 trucs. Maintenant, il y a apparemment la possibilité aussi de voir si il y a des enregistrements qui ont été conservés. Plus largement, on peut et on devrait se servir de moyens légaux pour demander des comptes à ces entreprises, pour dire on m'a arraché mon consentement de force avec des conditions générales d'utilisation, des textes sur le consentement et la politique relative à la vie privée qui sont pas clairs, qui sont tendancieux, qui ont tendance à manipuler en fait les gens. Et donc en réalité, ça revient à dire pourquoi est-ce que ceux qui disposent de ce monopole-là sur le numérique conditionnent l'accès à ces outils-là à un consentement forcé, à donner toute son identité numérique, à vil prix en fait, en réalité même gratuitement. Merci beaucoup Thomas d'être venu sur le plateau des entretiens autour de l'avenir en commun. Entretien que vous pouvez suivre sur la chaîne Mélenchon 2022, sur YouTube, Facebook, Twitter, Twitch. À bientôt, au revoir.